Allez, allez, plus vite. Et donc je suis descendu et j'ai marché dans cette allée grasse avec des presses de chaque côté et des gens et mon regard, j'ouvrais mes grands yeux partout et je regardais. Et puis d'un seul coup sur le côté, j'ai vu des petites machines où on avait les mains, où les femmes avaient les mains attachées. Puis je dis mais c'est quoi ce truc des femmes avec les mains attachées? Alors il me dit bon, je vais vous emmener voir le régleur. Et là, il y a un petit bonhomme qui arrive, un peu rondouillard, avec un bleu de travail, avec plein de graisse, je me rappelle plus son nom, mais qu'importe, qui me dit bon, c'est vous la nouvelle, suivez-moi. Et rebelote, toujours pas bonjour. Mais alors ça m'a choqué, mais je dis mais bon sang, ils savent pas dire bonjour. J'ai dit le troisième que je rencontre, je ne lui dis plus bonjour, ça sert à rien ici, personne ne dit bonjour. Et j'arrive devant une machine qui était beaucoup plus petite que les autres, et il y avait deux dames de chaque côté, et moi j'étais au milieu. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis au milieu d'ailleurs. Et il me dit bah installez-vous. Il me dit bah vous avez pas de blouse? Bah, j'ai dit non monsieur, je dis moi je travaillais dans la couture avant, j'ai pas de blouse, parce qu'ici il faut une blouse. Il me dit oui ici il faut une blouse et des gants. Et puis il me dit non, sur cette machine là il faut pas de gants. Je vais vous chercher une blouse, qui me dit. Vous avez pas de chaussures de sécurité? Je dis bah non, j'ai pas de chaussures. Bon bah pour aujourd'hui ça ira, je vais vous chercher une blouse. Vous attendez ici. Ah bah non, je vais pas me sauver monsieur, je suis ici, j'y reste. Et donc j'ai attendu ce brave homme qui a été me chercher une blouse. Et il revient. Je dis mais il est fou celui-là. Et il me dit mais vous faites quelle taille? Je dis 38-40. D'accord, il revient. De toute façon, il y avait plus que du 42 en réserve. Comme ça, vous serez à l'aise. Oh. Alors, j'enfile la blouse et il me dit installez-vous là. Alors bon, j'ai dit mais vous me faites pas voir? Ah oui, c'est vrai, il faut que je vous fasse voir. Alors hop, il se relève et puis il me dit vous voyez, hein, faut jamais travailler comme ça parce que je vous fais voir. Mais après, je vais vous expliquer comment travailler véritablement. Alors, il me met une pièce, c'était un petit couteau, et il me dit, vous posez le petit couteau, vous voyez la petite encoche, là, vous posez le couteau dedans, vous appuyez avec votre pied sur la pédale, mais vous laissez pas votre main sous l'outil. Et surtout, vous mettez pas le couteau de travers, parce qu'autrement, vous me bousillez l'outil, et l'outil, ça coûte cher. J'ai dit d'accord, il faut pas que je bousille l'outil, il faut peut-être que je me fasse couper la main. Mais ça, c'est des réflexions qui arrivent dans votre tête. Et encore aujourd'hui, je m'en rappelle, comme si c'était hier. Et il me fait voir deux ou trois fois parce qu'il fallait surtout pas qu'il se foute la rate, ce brave homme. Et il me dit, asseyez-vous. Je m'assois. Il me dit, donnez vos mains. Ah, je dis, mais pourquoi il faut que je donne mes mains? Il me dit, je vais vous attacher. Alors il m'attache avec des bracelets en cuir. Alors ça passait entre ici et puis le pouce. Et vous aviez un bracelet et vous aviez des courroies qui étaient derrière. Et mais je dis ça sert à quoi? Vous allez vite l'apprendre. Tu me dis à quoi ça sert ces poignets. Mais je dis je fais comment pour me détacher? Eh bien vous allez vite vous débrouiller, qui me dit. Oh bah je dis vraiment il est très intelligent celui-là. Excusez-moi, j'allais dire quel con, mais je vais le dire, quel con. Et il me dit maintenant, vous avez vu, je vous ai attaché vos mains, et devant moi, vous mettez un couteau, vous retirez votre main, vous appuyez sur la pédale. Et il me dit, il faut que vous en faisiez quand même 700 à l'heure, comme ça. Oh, bah, je dis 700 à l'heure, ah bah, non, il va falloir que je me dépêche, hein, parce que 700 à l'heure. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à mettre le couteau, tac, 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 tac. Et à la fin de la journée, enfin, la fin de la journée arrivant, j'avais atrocement mal dans le dos parce que j'avais jamais fait ça. Et puis je commençais à fatiguer. Et là, là j'ai compris pourquoi j'avais des courroies. Et je peux vous assurer que j'ai pas retiré assez vite mes mains de l'outil. Et les courroies, justement, vous tirez les mains en arrière dès que vous appuyez sur la pédale. Si vous retiriez pas vos mains systématiquement, quand l'outil commençait à descendre, eh bien, ça vous tirait vos mains en arrière et je peux vous assurer que ça faisait très très mal dans les épaules. Et je me rappelle, j'ai eu envie de pleurer, mais vraiment pleurer parce que ça m'a fait atrocement mal. Et j'ai compris pourquoi ils m'avaient pas expliqué. Pourquoi? Parce que tous les anciens, ils étaient dans l'allée en train de rigoler. Ça y est, la petite nouvelle, le baptême du feu, t'as compris pourquoi on a des courroies et pourquoi on est attaché. J'ai dit, mais quelle bande d'abrutis! Parce que je suis une nouvelle, ils sont en train de rire.
Eh ben, attendez mes cocos, je vais vite me mettre à la page. Et après, je me suis mis comme ça et j'ai travaillé jusqu'à temps d'attendre ma troisième fille. Parce que quand nous étions enceintes, nous n'avions pas le droit de travailler sur ces machines puisque c'était des machines à pédales. Et pendant cette période, j'ai vu des choses très très dures. Par exemple, si les courroies étaient mal réglées, il arrivait qu'on soit très très fatigué. Et je me rappelle d'une dame qui était à côté de moi, qui s'appelait Raymonde, et qui un jour a oublié de retirer sa main, et l'outil est tombé sur sa main, et ses quatre doigts sont restés. Et je me rappelle de ça parce que vous voyez le sang gigler, la personne s'affole, elle crie, elle a les mains attachées, et vous êtes à côté, vous êtes attaché, et vous voulez appeler du secours, mais vous pouvez pas gueuler parce qu'il y a un tel bruit dans cet atelier. Et quand vous avez réussi à vous détacher, vous pensez même pas aller voir votre collègue, vous courez comme une dératée, appeler le régleur pour qu'on vienne aider cette personne qui a perdu ses doigts. Et j'ai compris pourquoi. Dans cet atelier de presse, il y avait beaucoup de gens qui avaient un doigt en moins. Et cette dame m'a marqué pour le restant de ma vie. Parce qu'elle, elle a perdu les quatre doigts. Et cette personne, je l'ai retrouvée après dans un atelier parce qu'on l'avait mis au montage du moulin à légumes. Parce qu'elle ne pouvait, elle avait un gant et elle se servait que de son moignon de main. Et c'est une femme qui m'a marqué parce que quand cet accident lui est arrivé, ça faisait 8 jours qu'elle venait de perdre son mari, qui avait été écrasé par un rouleau compresseur. Il travaillait sur les routes. Et j'ai trouvé que le destin était très dur avec cette personne. Et, euh, et c'est là que j'ai pris conscience qu'on appartenait véritablement à un monde spécifique, à un monde fait de solidarité. Parce que si on n'était pas solidaires entre nous, si on se soutenait pas, personne, certainement pas les cadres, viendrait nous aider. Parce que nous étions des catégories à part. On appelait d'ailleurs l'encadrement les mouettes, parce qu'ils étaient en blouse blanche, ils étaient différents de nous. Nous, on était en blouse de coton bleu. C'était vraiment... Il y avait cette barrière entre eux et nous. Et ça, j'en ai pris conscience ce jour-là. Et puis après, vous aviez encore une autre hiérarchie. C'était les petits chefs. Et entre le cadre supérieur, le chef d'atelier, il y avait au-dessus du petit chef, il y avait le sous-chef d'atelier. Et puis en dessous encore les régleurs. Et encore en dessous les monitrices. Et à chaque fois qu'on demandait quelque chose, il fallait suivre la hiérarchie. Ça veut dire que si vous étiez dans un atelier où il n'y avait pas la monitrice, mais c'était le régleur, il fallait d'abord passer par le régleur, ensuite passer par le petit chef, et ensuite passer par l'encadrement supérieur. Mais on ne pouvait pas, et on ne devait pas, et ça on l'apprend très très vite à nos dépens, on ne pouvait pas passer, quand nous étions ouvriers, à l'échelon au-dessus. Ça ne se faisait pas. C'était des coutumes, c'était comme ça. Il y avait une immense fierté d'appartenir à un monde, à ce monde ouvrier. Il y avait, ça nous collait à la peau. C'était partie intégrante de nous. On appartenait et en même temps, euh, on savait, on savait qu'on n'était que des exécutants, qu'on était là pour faire un boulot, pour faire des appareils à main, des appareils électriques qui allaient être vendus et que nous on gagnait l'équivalent du SMIC quoi. On savait qu'on n'était que ça. On ne se faisait pas d'illusions. Mais je crois qu'on avait une immense fierté d'appartenir à un monde. Et je pense que les cadres ont une immense fierté d'appartenir à un environnement, à un corps de métier. Euh, les régleurs, les professionnels, les outilleurs appartiennent à un corps de métier. Parce qu'une usine, c'est fait de plein de corps de métier. Il y avait aussi l'imprimerie chez nous à Alençon et c'était véritablement, ils faisaient l'impression et l'imprimerie encore. Et quand vous leur demandiez, vous êtes à Moulinex, ils disaient oui, mais nous sommes des imprimeurs. Et nous, on disait oui,
On est des filles d'usine, nous sommes des filles d'atelier. Vous voyez, il y avait tout ça. Donc, chaque catégorie appartenait à un monde bien spécifique. Et ce monde-là, eh bien, nous, on n'avait pas connu les études, on n'avait pas connu tout ça. On était vraiment... on faisait corps avec ça. Et, et ça nous a permis de rendre supportable l'insupportable. Ça veut dire d'avoir la méthode Taylor, de faire des pièces, des pièces, des pièces, des pièces, et de monter des appareils, de monter des appareils, de monter des appareils, sans se poser de questions, sans réfléchir. Si quand même, quand on faisait des câblages, on réfléchissait, mais les gestes étaient toujours répétitifs. Et je pense que le fait d'avoir accepté toute cette méthode, ce taylorisme, ça a été notre identité qui a été la plus forte que tout. Et je crois que on dit que les profs se marient avec les profs, les ouvriers se marient avec les ouvriers, les cadres avec les cadres, les gens du théâtre avec les gens du théâtre. Eh bien, c'est une réalité. C'est une réalité, ça. Et c'est vrai qu'on se mariait aussi avec entre ouvriers. Et pourquoi on ne serait pas marié avec un prof? Pourquoi on ne serait pas marié? Aujourd'hui, je me pose la question, à 54 ans, je me dis, mais pourquoi on restait dans notre monde? Est-ce qu'on avait seulement à l'esprit de dire qu'il fallait qu'on fasse un petit pas? Parce que les cadres, on les aimait pas. Eux, ils nous aimaient pas. Mais je pense que c'était la peur qu'on avait les uns des autres qui nous empêchait de communiquer. Aujourd'hui, je dis ça, mais il y a 30 ans, je vous aurais dit, c'est des sales cons. J'aurais pas dit, ils avaient peur de nous et nous, on avait peur d'eux. Et c'était un monde inconnu. Ils pensaient que les ouvriers étaient des gens incultes aussi, qui n'avaient pas de culture, qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas regarder autour d'eux. Bien sûr, comme partout ailleurs. Dans les ouvriers, il y avait des gens qui ne lisaient pas, qui regardaient pas autour d'eux. Mais dans les cadres aussi. Si vous enlevez, à part parler de leur boulot et de leurs études, et vous leur posez des questions sur l'avancée du monde, ils sont incapables de vous répondre. Ou sur le chêne d'à côté, que le chêne a des glands, il sait même pas le mec que le chêne a des glands. Parce qu'il est tellement dans son job, dans son savoir, qu'il regarde pas ce qui se passe à côté. Et nous... Eh bien, nous aussi, on était dans notre savoir d'ouvrier et ça nous permettait de tenir et de ne pas spécialement s'ouvrir aux autres. Hein. Parce que c'est ça aussi. Et c'est ce qui rendait le boulot supportable. Parce que quand vous avez un ennemi en face de vous, cet ennemi, comme vous voulez toujours le terrasser, ça vous permet d'avancer. Et notre ennemi, qui était notre ennemi? C'était la méthode Taylor. Mais à l'époque, pour nous, c'était les cadres, nos ennemis. Parce que eux, ils nous obligeaient à faire les cadences. Et même quand les pièces étaient mauvaises, ils avaient qu'un impératif, c'est que les salariés que nous étions, nous remplissions leur quota. Parce qu'ils avaient un quota à faire. Et nous, on devait exécuter leur quota. Ça veut dire qu'on devait sortir coûte que coûte, malgré les pièces mauvaises, malgré les vis difficiles, malgré les pannes sur les bécanes et ainsi de suite, malgré les pièces en rebut et tout ça, ils avaient qu'un impératif, c'est qu'à la fin de la journée, il y ait tant de produits qui soient sortis au produit fini, pour aller vers les expéditions. Il n'y avait que ça qui comptait. Et nous, eh ben on était là, on était la tranche de jambon entre les... Et on avançait. Mais je pense, ce qui nous permettait, je vous dis, d'avancer, c'est d'avoir un ennemi. Notre patron, en même temps, était notre ami et notre ennemi. Parce qu'il nous permettait, il nous donnait du travail, qui nous permettait de bouffer. Mais en même temps, il était notre ennemi. Parce qu'il nous faisait travailler dans des conditions quelquefois limites du supportable, qui allait nous rendre quelquefois handicapés en vieillissant. Il était les deux à la fois. Il était notre ennemi et notre ami. Et le fait qu'il soit ces deux-là nous permettait tout le temps de supporter l'insupportable. Ça veut dire travailler à la chaîne, ne pas réfléchir, exécuter. Now